Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information sur l'Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Son Altesse Royale la Princesse Lella Selma a présidé hier soir au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat une cérémonie d'hommage à la mémoire de l'artiste Mohamed Amin Demnati, une cérémonie organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Al-Omran souffle sa 10e bougie pour marquer l'événement. Le premier opérateur public dans l'aménagement urbain et l'habitat a organisé une conférence internationale. Al-Omran, c'est aussi 40 ans d'expertise au service du citoyen et du développement urbain local. Un temps froid règne sur la majeure partie du royaume. Dans certaines provinces, le thermomètre avoisine les 0 degrés, notamment en montagne. Alors comment les établissements scolaires de ces régions font face à cette situation? Notre reportage dans la province d'El Haouz. Nous le disions en titre, Son Altesse Royale la Princesse Lella Selma a présidé hier soir au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat une cérémonie d'hommage à la mémoire de l'artiste Mohamed Amin Demnati, cérémonie organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi à l'occasion du 46e anniversaire de la disparition de l'artiste. Et à cette occasion, Hassan Amin Demnati a remis le beau livre Amin Demnati, 29 printemps, un été à Son Altesse Royale la Princesse Lella Selma. Développement sur Adnachet. L'artiste peintre Amin Demnati a laissé un répertoire riche à l'image d'un artiste exceptionnel et accompli dont la sensibilité, l'intelligence et l'humour ont ému tous ceux qui l'ont connu ou fréquenté. Son Altesse Royale, la Princesse Lella Selma, a rehaussé de sa présence cette cérémonie d'hommage émouvante à la mémoire de cet artiste hors du commun et aux œuvres éternelles fauchées à la fleur de l'âge. Il est l'un des pionniers des arts plastiques contemporains aux côtés de Jilali Gharbaoui, Ahmed Sharqawi et bien d'autres, et ils sont nombreux. Feu Amin Demnati est mort en 1971 lors des événements douloureux de Skhirat. Amin Demnati توفي منذ سنة 1971 في الأحداث المؤلمة ديال Skhirat. Son Altesse Royale, la Princesse Lella Selma, a visité l'exposition de quelques œuvres du peintre dont le parcours artistique varie du courant naïf au figuratif et des fois à l'abstrait. Avec son coup de pinceau prodigieux, le peintre aimait dessiner des foules en mouvement. Il se basait sur une multitude de matières et de supports pour représenter le Maroc dans toute sa splendeur, sa diversité et son authenticité. Des personnalités du monde des arts et de la culture ont tenu à dire quelques mots à la mémoire de l'artiste, suivi de la projection d'un film retraçant la vie du peintre. C'est pour ça qu'il faisait tous ces merveilleux tableaux avec la vie de tous les jours, avec... Après des études primaires et secondaires à Casablanca, Feu Amin Demnati s'est envolé pour Paris où il a poursuivi ses études d'art appliqué. Il y a organisé sa première exposition, c'était en 1961. À cette occasion, Hassan Amin Demnati, frère du peintre, a remis à Son Altesse Royale, la Princesse Lella Selma, le livre Amin Demnati, 29 printemps, un été, signé par Maurice Arama. J'ai eu le privilège de rentrer dans la vie de cet artiste, de parcourir chaque moment de sa vie, de rencontrer ceux qui l'ont connu et qui m'en ont parlé. Et le récit que j'en ai fait est un récit émouvant pour quelqu'un qui est parti vraiment trop jeune. Le musée accueillera l'année prochaine une exposition rétrospective consacrée à l'artiste peintre Feu Ahmed Sharqawi. En avril, une expo méditerranéenne d'art moderne et l'année suivante, une autre expo sur les impressionnistes. Al-Omran souffle sa 10e bougie, le premier opérateur public dans l'aménagement urbain et l'habitat pour marquer l'événement, organiser une conférence internationale sur le thème Habitat, développement urbain et régionalisation, défis de la durabilité et enjeux de la gouvernance territoriale de l'action publique. Une conférence organisée sous la présidence du chef du gouvernement en présence du secrétaire général adjoint de l'ONU et d'éminentes autres personnalités, Wissam Emri et Iman Ablo.
Al-Omran fait le point sur ses 10 ans d'existence et 40 ans d'expérience. Le premier opérateur public dans l'aménagement urbain et l'habitat initie cet événement avec un focus sur les défis de la durabilité et enjeux de la gouvernance territoriale. La question de l'habitat intéresse tous les citoyens et elle occupe une place importante dans le programme gouvernemental. Nous avons l'ambition de réduire le déficit de logement pour que l'ensemble des citoyens puissent y avoir accès. Le groupe Al-Omran joue un rôle de premier plan en la matière et ce colloque a une portée stratégique. Deux panels ont rythmé cette journée durant laquelle l'accent est mis sur les préoccupations des différents opérateurs et intervenants dans l'acte de bâtir, de la planification et de la gouvernance territoriale. C'est une opportunité pour discuter de questions multiples comme celle de la mise à niveau et l'équipement de nos villes en vue de répondre aux besoins de la population et améliorer la qualité des espaces de logement. Ici, l'expertise du Royaume dans ce domaine est exposée à la lumière du chantier de la régionalisation. Le pays fait preuve de créativité et d'innovation qui ne manquent pas de séduire les partenaires africains. Que dirige notre fils, j'ai dit tout à l'heure le digne fils d'Afrique, je pèse mes mots, a une somme d'expérience qui peut traduire dans les faits les ambitions de Sa Majesté, les ambitions du gouvernement marocain, dans la performance et dans la qualité de prestation. Durabilité, résilience et bonne gouvernance territoriale ponctuent le nouvel agenda urbain du Al-Omran lancera 105 000 unités mises à niveau urbaines pour le compte de l'État, 22 000 dans le cadre du nouveau produit et 6 000 dans le cadre du partenariat avec le privé. L'état d'avancement du programme Al-Husima Manarat Al-Mutawassat est au centre d'une réunion au ministère de l'Intérieur à Rabat. Elle a rassemblé les différents intervenants concernés par ce programme. Il est d'envergure. Lors de cette réunion, il a été procédé à l'évaluation de la réalisation de projets avec la promesse que certains seront achevés avant les délais impartis initialement. Les différents départements qui ont participé à cette réunion ont relevé quelques difficultés qui entraveront la réalisation de certains projets. Une autre réunion similaire aura lieu dans 3 mois. Le Parlement européen adopte le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme favorable au Maroc et à son intégrité territoriale. Le Parlement réuni en séance plénière ce mercredi à Strasbourg a adopté le rapport annuel 2016 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière. Ce document favorable au Maroc et à son intégrité territoriale, nous le disions, a été approuvé en présence des membres de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne et son président Abdelrahim Atmoun, composé de 2 volets. Ce rapport qui décline les efforts déployés par l'Union européenne en faveur des droits de l'homme en 2016 et qui contient 2 grandes parties a été voté par 443 voix pour, 84 contre et 95 abstentions. Le sommet extraordinaire de l'organisation de la conférence islamique sur la ville sainte d'Al-Quds s'est ouvert ce mercredi à Istanbul avec la participation de 48 États dont 16 dirigeants des pays membres. La délégation marocaine est conduite par la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boustal. Le sommet doit examiner donc les répercussions de la décision américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'élaborer une position islamique unifiée face à cette grave escalade. Le sommet extraordinaire a appelé d'ailleurs la communauté internationale à reconnaître la ville sainte comme étant capitale occupée de la Palestine et condamner fermement la décision illégale du président américain. Et puis sur le terrain à Gaza et en Cisjordanie, de nombreux affrontements opposent Palestiniens et forces d'occupation israéliennes. L'armée d'occupation israélienne qui a de nouveau frappé les territoires palestiniens, des raids qui ont visé des positions du Hamas à Gaza. 3 Palestiniens ont été blessés. Et puis en Cisjordanie, plusieurs membres du Hamas ont été arrêtés. Parmi eux, l'un des fondateurs du Hamas, Hassan Youssef, arrêté à Ramallah. Hier, 2 membres du djihad islamique ont été tués dans la bande de Gaza.
Et à présent, dossier nord-coréen, les États-Unis prêts à entamer des discussions avec la Corée du Nord sans conditions préalables. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. La Russie et la Chine ont salué la déclaration qui semble donc assouplir la position de Washington. Le Kremlin salue un changement de ton constructif de Washington. Le secrétaire d'État américain a rappelé que l'objectif américain restait bien d'obtenir coûte que coûte l'abandon vérifiable des armes nucléaires par la Corée du Nord. Si la Corée du Nord fait de mauvais choix, nous sommes prêts militairement, a-t-il prévenu. Retour chez nous à présent, l'effondrement d'un mur d'entrepôt à Casablanca fait 2 morts et 3 blessés grièvement. L'incendie est survenu en début d'après-midi au boulevard Abdullah Yassine dans l'arrondissement des Roches-Noires à Casablanca. L'effondrement a causé également des dégâts matériels. Pas moins de 5 véhicules en stationnement ont été complètement ou partiellement détruits suite à l'écroulement de la façade des anciens locaux d'une société d'aliments pour bétail transformée en entrepôt. Cet effondrement est probablement dû à la vestuté de la construction qui n'a pas résisté aux dernières pluies, selon les témoignages des riverains. L'unité d'intervention régionale de la protection civile et les services de sécurité se sont dépêchés sur les lieux du drame. L'arrivée des dernières pluies redonne espoir aux agriculteurs. Les importantes précipitations de ces dernières 48 heures auront certes un impact positif sur l'agriculture, un impact considérable sur notamment la céréaliculture et les cultures maraîchères. C'est le cas dans la province de Barchid. Reportage dans la commune Jacma. Le reportage est signé Ibrahim Afaq et Zakaria Mouqinbil. Dans ce champ de céréales, les pluies abondantes des derniers jours ont inondé le sol. Des pluies très attendues par les agriculteurs. Ceux-ci se réjouissent de ces récentes précipitations qui arrivent à temps pour sauver les récoltes. Nous avons beaucoup attendu ces pluies. Les agriculteurs qui n'ont pas encore entrepris le semis vont en profiter pour commencer le travail et les autres à continuer à entretenir les champs. Ces pluies arrivent à un moment idéal après le semis. Au début, il y avait peu de précipitations, mais les choses vont s'améliorer. Ces précipitations vont aussi soulager les charges des agriculteurs, occasionnées par les frais d'irrigation au goutte à goutte. Ces pluies vont contribuer à réduire les dépenses liées à l'irrigation. Nous espérons que ça va continuer pour réaliser une bonne saison agricole. Les agriculteurs ont le moral au beau fixe. Avec ces dernières précipitations, la campagne agricole s'annonce sous de bons auspices. Pluie et temps froid donc sur plusieurs régions du royaume ces derniers jours. En haute montagne, les températures sont parfois en dessous de 0. C'est le cas dans la commune de Tlatin Yacoub, c'est dans la province d'El Haouz. Alors comment les établissements scolaires font face à cette situation? Réponse dans ce reportage signé Mu'tasim Bilal Bouazaoui, Mounia Marouche. Dans une ambiance bon enfant, les écoliers se réchauffent autour d'un bon feu et profitent d'une petite pause chaleureuse avant de rejoindre la classe. Se chauffer est vital pour ces bons bains, un rituel obligatoire en ce temps hivernal où la température demeure très basse. Il fait si froid ici, on profite un peu de la chaleur du chauffage. On ne peut pas commencer le cours sans se réchauffer au préalable, sinon on n'arrive pas à écrire. C'est une bonne initiative de la part des autorités locales d'équiper les écoles de chauffage, car l'hiver est très rigoureux ici. Dans les régions montagneuses, le chauffage est nécessaire dans les établissements scolaires, une manière d'offrir aux élèves les conditions optimales de l'apprentissage et surtout de lutter contre le décrochage scolaire. J'espère que cette initiative de chauffage sera généralisée dans les autres établissements scolaires et surtout dans toutes les classes. L'hiver est très dur ici.
Dans le cadre du programme stratégique du ministère de l'Éducation nationale 2018-2019, 7000 puits canadiens seront opérationnels d'ici 2018. Un système de chauffage qui consiste à réchauffer l'air ventilé dans les établissements scolaires des zones montagneuses. Et avec ces températures hivernales, la ville d'Ifrane et sa région se sont vêtis d'un beau manteau blanc. En moins de 24 heures, il est tombé entre 30 et 50 cm de neige, au grand bonheur d'ailleurs des habitants et des visiteurs. Les machines se sont mises en marche, les déneigeuses ont commencé à déblayer la route après ces fortes chutes de neige. Reportage Ahmed Fadeli, Dominique Hollande. Avec la forte baisse des températures constatées ces derniers jours sur l'ensemble de la province d'Ifrane, c'est avec un peu d'avance la saison hivernale qui s'installe, parée de cet incomparable joli manteau de neige déjà très abondante. Près de 25 cm au pied de la montagne et jusqu'à plus de 40 cm au niveau des 1900 mètres d'altitude. Je suis très surpris et très heureux de trouver la neige au Maroc. J'ai pris beaucoup de photos. Les singes, franchement, ils sont trop. J'avoue que je passe un très bon séjour. On arrive avec un groupe de filles d'une école australienne depuis 3 jours. Et on a commencé à Chefchaouen, c'était spectaculaire. Et puis, on est allé c'était au Fès. Et aujourd'hui, on était très très surprise parce qu'il y a du neige ici. Et à Maroc, c'est super très très beau et on est très contente d'être ici à Maroc. Il est vrai que le simple fait de se retrouver au cœur même de cette forêt de cèdres permet de puiser l'énergie nécessaire à toute forme de bien-être, qui peut s'expliquer également par la dimension presque irréelle conférée par ce paysage de songe éveillé. Les visiteurs devraient affluer toujours plus nombreux avant la fin de cette année 2017 et en particulier durant tous les prochains week-ends. Si actuellement les journées du côté d'Ifrane enregistrent des températures oscillant entre 8 et 10 degrés Celsius, celles de la nuit sont susceptibles de toujours se situer bien en deçà des -4. Voilà des paysages que beaucoup aimeraient découvrir. Eh bien, si le cœur vous en dit, Ifrane, une destination pour ce week-end. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 20h30. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablo. À bientôt.